Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du roman Belle Amie de Maupassant. J'en suis au moment où Belle Amie et son journal, enfin le journal où il travaille, prennent de l'importance suite au changement du gouvernement. Le matin de la rentrée des chambres, la jeune femme, encore au lit, faisait 1000 recommandations à son mari, qui s'habillait afin d'aller déjeuner chez monsieur Laroche-Mathieu et de recevoir ses instructions avant la séance pour l'article politique du lendemain. Dans la vie française, cet article devant être une sorte de déclaration officieuse des projets réels du cabinet. Madeleine disait « Surtout, n'oublie pas de lui demander si le général Belloncle est envoyé à Oran, comme il en est question. Cela aurait une grande signification. » Georges, nerveux, répondit « Mais je sais aussi bien que toi ce que j'ai à faire, fiche-moi la paix avec tes rapachages. » Elle reprit tranquillement « Mon cher, tu oublies toujours la moitié des commissions dont je te charge pour le ministre. » Il grogna « Il m'embête ton ministre à la fin, c'est un serein. » Elle dit avec calme « Ce n'est pas plus mon ministre que le tien, il t'est plus utile qu'à moi. » Il s'était tourné un peu vers elle en ricanant. « Pardon, il ne me fait pas la cour à moi. » Elle déclara lentement « À moi non plus d'ailleurs, mais il fait notre fortune. » Il se tut, puis après quelques instants « Si j'avais à choisir parmi tes adorateurs, j'aimerais encore mieux cette vieille ganache de Vaudrec. Qu'est-ce qui devient celui-là? Je ne l'ai pas vu depuis 8 jours. » Elle répliqua sans s'émouvoir. « Il est souffrant. Il m'a écrit qu'il gardait même le lit avec une attaque de goutte. Tu devrais passer prendre de ses nouvelles. Tu sais qu'il t'aime beaucoup. Et cela lui ferait plaisir. » Georges répondit. « Oui, certainement, j'irai tantôt. » Il avait achevé sa toilette et son chapeau sur la tête. Il cherchait s'il n'avait rien négligé. N'ayant rien trouvé, il s'approcha du lit, embrassa sa femme sur le front. « À tantôt chez ma chérie, je ne serai pas rentré avant 7 heures au plus tôt. » Et il sortit. Monsieur Laroche-Mathieu l'attendait, car il déjeunait à 10 heures ce jour-là, le conseil devant se réunir à midi, avant la réouverture du Parlement. Dès qu'ils furent à table, seuls avec le secrétaire particulier du ministre, Madame Laroche-Mathieu n'ayant pas voulu changer l'heure de son repas, Duroy parla de son article. Il en indiqua la ligne consultant ses notes griffonnées sur ses cartes de visite. Puis, quand il eut fini, « Voyez-vous quelque chose à modifier, mon cher ministre ?»« Fort peu, mon cher ami. Vous êtes peut-être un peu trop affirmatif dans l'affaire du Maroc. Parlez de l'expédition comme si elle devait avoir lieu, mais en laissant bien entendre qu'elle n'aura pas lieu, et que vous n'y croyez pas le moins du monde. Faites que le public lise bien entre les lignes que nous n'irons pas nous fourrer dans cette aventure. » Parfaitement, j'ai compris, et je me ferai bien comprendre. Ma femme m'a chargé de vous demander à ce sujet si le général Belloncle serait envoyé à Oran. Après ce que vous venez de dire, je conclus que non. L'homme d'État répondit non. Puis on causa de la session qui s'ouvrait.
je peux te rendre un grand service, ton ami jusqu'à la mort, Virginie. Et il jura, nom de Dieu, quel crampon. Et, saisi par un excès de mauvaise humeur, il ressortit aussitôt trop irrité pour travailler. Depuis 6 semaines, il essayait de rompre avec elle, sans parvenir à lasser son attachement acharné. Elle avait eu, après sa chute, un accès de remords épouvantable, et, dans les 3 rendez-vous successifs, avait accablé son amant de reproches et de malédictions. Ennuyé de ces scènes et déjà rassasié de cette femme mûre et dramatique, il s'était simplement éloigné, espérant que l'aventure serait finie de cette façon. Mais alors, elle s'était accrochée à lui éperdument, se jetant dans cet amour comme on se jette dans une rivière avec une pierre au cou. Il s'était laissé reprendre par faiblesse, par complaisance, par égard, et elle l'avait emprisonné dans une passion effrénée et fatigante. Elle l'avait persécuté de sa tendresse. Elle voulait le voir tous les jours, l'appelait à tout moment par des télégrammes pour des rencontres rapides au coin des rues, dans un magasin, dans un jardin public. Elle lui répétait alors en quelques phrases toujours les mêmes, qu'elle l'adorait, qu'elle l'idolâtrait, puis elle le quittait en lui jurant qu'elle était bien heureuse de l'avoir vu. Elle se montait tout autre qu'il ne l'avait rêvé, essayant de le séduire avec des grâces puériles, des enfantillages d'amour ridicules à son âge, étant demeurée jusque-là strictement honnête, vierge de cœur, fermée à tout sentiment, ignorante de toute sensualité. Ça avait été tout d'un coup chez cette femme sage dont la quarantaine tranquille semblait un automne pâle après un été froid. Ça avait été une sorte de printemps fané, plein de petites fleurs mal sorties et de bourgeons avortés, une étrange éclosion d'amour, de fillette, d'amour tardif, ardent et naïf, fait d'élan imprévu, de petits cris de 16 ans, de cajoleries embarrassantes, de grâce vieillie, sans avoir été jeune. Elle lui écrivait 10 lettres en un jour, des lettres niaisement folles, d'un style bizarre, poétique et risible, orné comme celui des Indiens, de plein de noms de bêtes et d'oiseaux. Dès qu'ils étaient seuls, elle l'embrassait avec des gentillesses lourdes, de grosses gamines, des mots de lèvres un peu grotesques, des sauteries qui secouaient sa poitrine trop pesante sous l'étoffe du corsage. Il était surtout écœuré de l'entendre dire « mon rat, mon chien, mon chat, mon bijou, mon oiseau bleu, mon trésor », et de la voir s'ouvrir à lui à chaque fois, avec une petite comédie de pudeur enfantine, de petits mouvements de crainte qu'elle jugeait gentils, et de petits jeux de pensionnaires dépravés. Elle demandait à qui cette bouche-là, et quand il ne répondait pas tout de suite, c'est à moi, elle insistait jusqu'à le faire pâlir d'énervement. Elle aurait dû sentir, lui semblait-il, qu'il faut en amour un tact, une adresse, une prudence et une justesse extrême. Que s'étant donnée à lui, elle, mûre, mère de famille, femme du monde, elle devait se livrer gravement avec une sorte d'emportement contenu, sévère, avec des larmes peut-être, mais avec les larmes de Titon, non plus avec celles de Juliette. Elle lui répétait sans cesse « Comme je t'aime, mon petit, m'aimes-tu autant, dit mon bébé ?» Il ne pouvait plus l'entendre prononcer mon petit ni mon bébé sans avoir envie de l'appeler ma vieille. Elle lui disait « Quelle folie j'ai faite de te céder, mais je ne le regrette pas, c'est si bon d'aimer. » Tout cela semblait à Georges irritant dans cette bouche. Elle murmurait « C'est si bon d'aimer », comme l'aurait fait une ingénue au théâtre. Et puis elle l'exaspérait par la maladresse de sa caresse. Devenue soudain sensuelle sous le baiser de ce beau garçon qui avait si fort allumé son sang, elle apportait dans son étreinte une ardeur inhabile et une application sérieuse qui donnait à rire à du roi et le faisait songer au vieillard qui essayait d'apprendre à lire. Et quand elle aurait dû le meurtrir dans ses bras en le regardant ardemment de cet œil profond et terrible qu'ont certaines femmes défraîchies, superbes en leur dernier amour, quand elle aurait dû le mordre de sa bouche muette et frissonnante en l'écrasant sous sa chair épaisse et chaude, fatiguée mais insatiable, elle se trémoussait comme une gamine et s'essayait pour être gracieuse. « T'aimes tant, mon petit, t'aimes tant, fais un bon amour à ta petite femme. » Il avait alors une envie folle de jurer, de prendre son jabot et de partir en tapant la porte. Il s'était vu souvent, dans les premiers temps, rue de Constantinople,
serrait la main sous la table, lui tendait sa bouche derrière les portes. Mais lui s'amusait surtout à jouer avec Suzanne, qui l'égayait par ses drôleries. Dans son corps de poupée s'agitait un esprit agile et malin, imprévu et sournois, qui faisait toujours la parade comme une marionnette de voix. Elle se moquait de tout et de tout le monde avec un à-propos mordant. Georges excitait sa verve, la poussait à l'ironie et il s'entendait à merveille. Elle l'appelait à tout instant. « Écoutez, belle amie, venez ici, belle amie. » Il quittait aussitôt la maman pour courir à la fillette qui lui murmurait quelques méchancetés dans l'oreille et il riait de tout corps. Cependant, d'écouter de l'amour de la mère, il en arrivait à une insurmontable répugnance. Il ne pouvait plus la voir, ni l'entendre, ni penser à elle sans colère. Il cessa donc d'aller chez elle, de répondre à ses lettres et de céder à ses appels. Elle comprit enfin qu'il ne l'aimait plus et souffrit horriblement. Mais elle s'acharna, l'épia, le suivit, l'attendit dans un fiacre au store baissé, à la porte du journal, à la porte de sa maison, dans les rues où elle espérait qu'il passerait. Il avait envie de la maltraiter, de l'injurier, de la frapper, de lui dire nettement « Zut, j'en ai assez, vous m'embêtez ». Mais il gardait toujours quelques ménagements, à cause de la vie française, et il tâchait, à force de froideur et de dureté enveloppée d'égards et même de paroles rudes par moments, de lui faire comprendre qu'il fallait bien que cela finît. Elle s'entêtait surtout à chercher des ruses pour l'attirer rue de Constantinople, et il tremblait sans cesse que les deux femmes ne se trouvassent un jour nez à nez à la porte. Son affection pour Madame de Marelle, au contraire, avait grandi pendant l'été. Il l'appelait son gamin, et décidément, elle lui plaisait. Leurs deux natures avaient décroché pareil. Ils étaient bien l'un et